Bonjour à tous, bienvenue dans la Bonjour. quatrième déjà. Ouais, ça passe vite. Quatrième session donc des cahiers de vacances de la data. Salut Dan, salut tout le monde, salut Tony, salut Frédéric. On est ravis de vous revoir. Du coup, aujourd'hui, beau programme aussi qui nous attend avec Gaëtan. J'ai pas fait exprès pour le jeu de mots. Du coup, on va apprendre les fonctions et les listes. Donc, je sais que certains ont déjà commencé un petit peu les exos, vous avez bien vu le cours. Donc, Gaëtan va refaire un petit récap de tout ça. Même principe que la dernière fois avec du live code. Donc, et après, on vous fournira les corrections demain matin, je pense, pour vous laisser le temps un petit peu de regarder ça dans l'après-midi. Du coup, je te laisse la main, Gaëtan. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'onglet questions comme la dernière fois. Et je voulais aussi vous dire bravo parce que vous échangez vachement sur Slack et c'est hyper cool de voir que ça fonctionne et que ça marche. Et c'est comme ça qu'on déroule aussi sur nos formations. On n'a plus que de l'échange sur Slack et il y a vachement d'entraide, donc hyper sympa de voir tout le monde participer. Je te laisse la main. Super, c'est parti. Alors, hop, on va partager ça. C'est bon pour l'écran? Ok. Alors, la semaine dernière, on a vu les boucles. On a vu deux types de boucles. Alors, si je vous fais un petit rappel, si je vais par exemple une liste d'animaux avec des chats, un chien et un python, on avait vu que plutôt que d'afficher les éléments un par un, en faisant par exemple print, je vais zoomer un tout petit peu, plutôt que de faire un print du premier élément de ma liste. On va faire un retour aujourd'hui sur les listes. Aujourd'hui, on parle des fonctions et des listes. Donc, plutôt que de faire d'afficher le premier élément, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième, si j'exécute ça, hop, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'élément 3, vu qu'il n'y a que 3 éléments dans ma liste, il y a les éléments 0, 1 et 2. Si j'affiche, j'ai bien les différents éléments. Plutôt que de faire ça à la main, en fait, on va utiliser une boucle et on va dire pour chaque animal dans mes animaux, je vais afficher l'animal. Si j'exécute ça. Je vais zoomer un tout petit peu aussi dans la console. Ouais, sorry. Effectivement. Hop, Super. Merci beaucoup. comme ça c'est bien. Du coup, quand j'exécute ça, j'ai bien le même résultat et donc j'utilise une boucle plutôt que de répéter à chaque fois mes instructions. Et aujourd'hui, on va voir une façon encore plus simple de répéter mes instructions, c'est d'utiliser les fonctions. Les fonctions, en fait, c'est fait pour faire du refactoring de code, c'est-à-dire réorganiser le code pour qu'il soit plus simple à lire et plus simple à maintenir, et tout simplement pour réutiliser du code. Alors la syntaxe, en fait, euh, c'est celle-là. On a un mot-clé def qui définit une fonction, vote c'est le nom de la fonction, et ensuite la fonction prend un certain nombre de paramètres. Il peut y avoir 0, 1, 2, 3 ou autant de paramètres que vous voulez. Et à l'intérieur, on a plein de lignes de code. Alors comment est-ce que ça fonctionne? La semaine dernière, on avait aussi vu le flow control avec le if qui permet de contrôler la direction dans laquelle mon programme va être exécuté et ce qui va être exécuté s'il ne le sera pas. Donc là, si j'ai une variable âge qui contient mon âge, et que je veux afficher une chaîne de caractères en fonction de mon âge, je vais faire if age, par exemple, supérieur à 18. J'affiche que j'ai le droit à voter. You can vote. Sinon, print you cannot. Alors si j'exécute ça à droite, on me dit you can vote. Alors je vais mettre tout le reste en commentaire. Hop. On va le mettre là. On m'affiche you can vote. Ça c'est pas mal, mais si j'ai, mettons que ça c'était l'âge de Paul. Hop. Et si j'ai une deuxième personne qui s'appelle John, qui a 15 ans, j'ai pas envie de réécrire tout ça dans mon programme pour déterminer si John va voter. J'ai pas envie de refaire John, et là ici de dire de faire une interpolation, de mettre oh non, j'ai pas son nom en fait, donc je vais pas faire d'interpolation. Donc si j'exécute mon programme là, j'ai Paul qui peut voter et John qui peut pas voter. Mais si demain je veux le modifier et que justement j'ai le nom de Paul et j'ai son âge et j'ai le nom de John, donc ça c'est son âge, hop, j'ai le nom de John ici.
et que je veux afficher le nom de la personne dans le message. Parce que là, j'ai vu qu'il y en a un qui pouvait voter et un qui pouvait pas, mais je sais pas qui est quoi. Donc ici, je vais vouloir mettre une petite interpolation. Et en fait, il va falloir que je remplace partout. C'est super laborieux. Donc là, je peux dire Paul, you can vote. Ici, je mets Paul, you cannot. Ensuite, je redescends ici et je me refais 2 interpolations avec John, you can vote et John, you cannot. Et là, j'en ai 2, ça va bien, mais si j'en ai 15, ça va vite être insupportable. Donc là, si j'exécute mon programme, alors, je me suis planté parce que là, je n'ai pas remplacé les variables, donc je compare le nom avec l'âge. Et ce que je veux, c'est les âges. Donc pareil, je modifie 2 fois. Hop, donc là, j'ai bien Paul et John, you can et you cannot. Plutôt que de retaper ce code à chaque fois, je vais le factoriser. Donc, je vais définir une fonction qui va faire ce code-là et que je vais pouvoir réutiliser plusieurs fois. Alors, cette fonction, je vais la définir avec le mot-clé def, et ensuite, je vais l'appeler canIVote. Et elle va prendre un paramètre qui va être mon âge. Et ensuite, à l'intérieur, je vais dire, je vais recopier le code qui était ici, je vais le mettre à l'intérieur. Alors, tout le code qui est à l'intérieur de ma fonction, il va falloir l'indenter. C'est une obligation de Python. Si je mets du code ici, en fait, par exemple, là, je change l'âge, ce code-là sera à l'extérieur de la fonction. La fonction, elle commence ligne 19 et elle se termine ligne 23. Et c'est l'indentation qui détermine ça. Si je tape âge comme ça en indenté, il est dans ma fonction. Si je le tape comme ça, il est en dehors de ma fonction. Donc, il faut vraiment faire attention à ça au début. Donc, ici, j'ai pris le code de ma fonction. Et donc, ici, il va falloir que je remplace. Je teste l'âge qui est passé en paramètre de la fonction. Et ici, je n'ai pas le nom de la personne. Donc, je vais rajouter un deuxième paramètre à ma fonction. La fonction, maintenant, elle va prendre l'âge et le nom de la personne. Et elle va faire ça. Donc, si j'exécute ce code-là, on va enlever ça. Hop. Si j'exécute ce code-là, en fait, il ne va rien se passer. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que, en fait, ce que je fais, mon code, en fait, il définit une fonction qui s'appelle canIVote, mais la fonction, elle est appelée nulle part. Donc, il ne se passe rien, il n'y a pas d'affichage. Pour appeler une fonction, j'utilise son nom. Donc, je tape canIVote. Et ensuite, je vais passer en argument les paramètres dont la fonction a besoin. Donc là, j'avais Paul qui avait 20 ans. Et si j'affiche le résultat de l'exécution de cette fonction à droite, il me dit que je me suis encore planté, j'ai comparé encore. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé les paramètres dans le mauvais ordre. J'ai passé Paul en premier et l'âge en second. Et la fonction, elle prend l'inverse. Du coup, je me suis retrouvé avec la chaîne de caractères âge qui contient la string Paul et la chaîne de caractères name qui contient l'entier 20. Donc quand j'ai des paramètres dans une fonction, c'est vraiment important de faire appel à l'ordre des paramètres. Donc, je vais faire l'inverse. Bon, comme cet ordre-là avait l'air plus logique, je vais changer ici. Je vais dire ma fonction maintenant, son premier paramètre, c'est name et son second paramètre, c'est age. L'ordre que je passe ici, en fait, il est complètement arbitraire. Je fais absolument ce que je veux. Et ici, ça me semble juste plus simple d'avoir ça dans cet ordre-là. Si je réexécute le code, j'ai bien Paul you can vote. Et ensuite, j'ai un petit none. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fonction, c'est une espèce de black box qui va prendre un certain nombre de paramètres, qui va effectuer une transformation et qui va retourner un résultat, un peu comme en mathématiques. Une fonction, elle prend des paramètres et elle retourne un résultat. Et là, en fait, une fonction, elle doit, plutôt que d'afficher, enfin, je peux afficher quelque chose, mais surtout, elle va retourner une valeur. Et donc, l'idée, c'est que ma fonction, elle retourne une chaîne de caractères qui contient le résultat du fait que je puisse voter ou pas voter. Donc là, j'ai bien Paul you can vote. Ça ne m'empêche pas de faire des prints à l'intérieur de la fonction. Là, je peux très bien print yes et no. Et du coup, ma fonction, elle fera deux choses. Elle va, là, si je mets le résultat, résulte, dans une variable et que j'affiche le résultat, quand j'exécute, ma fonction, elle affiche quelque chose. Alors, j'ai affiché print. Print, c'est une fonction. Donc, j'ai affiché la signature de la fonction print. Pas génial. Je vais afficher le résultat plutôt. Donc là, ma fonction affiche des choses d'elle-même et ensuite, elle renvoie la chaîne de caractères Paul you can vote qui est construite par interpolation ici. Elle la renvoie dans la variable result et ensuite, j'affiche la variable result. Et l'intérêt d'avoir une fonction, c'est que je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Par exemple, ici, donc si j'affiche juste ce que la fonction me renvoie, je peux faire voter Paul et je peux aussi faire voter John. Et en fait, j'ai pas besoin de retaper tout le code à chaque fois.
Là, si j'exécute, j'ai bien Paul qui peut voter et John qui peut voter aussi parce qu'ils ont tous les deux au-dessus de 18 ans. Et si je passe John à 15 ans, là, John ne peut pas voter. L'autre intérêt, c'est que si demain je veux changer le contenu, j'ai besoin de changer qu'une seule fois. Si je veux rajouter un point d'exclamation ici, ben, j'ai à changer qu'à un seul endroit dans le code et quand j'exécute, j'ai bien mon petit point d'exclamation. Donc, on a vu la syntaxe de la fonction, j'utilise le mot-clé def, je donne un mot-clé, un nom à ma fonction et la convention, c'est du lower snake case. Donc, ça veut dire que je vais avoir tous les mots utilisés dans ma fonction qui sont séparés par des underscores et qui sont tout en minuscules. La fonction peut retourner une valeur. Si j'oublie d'utiliser le mot-clé return, la fonction va retourner none, ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, en fait, ici, je faisais un print directement. Donc, si je mettons que je mette ça dans une variable. Là, je fasse message est égal à ça. Et que je fasse un print message. Donc, dans ce cas-là, je vais faire ici la même chose. En fait, je peux séparer, je suis pas obligé de dupliquer le code. Comme le but, c'était d'éviter de dupliquer le code, le print, en fait, au lieu de le mettre ici, je vais le mettre après mon if. Et comme il est toujours bien tabulé, il est toujours dans le corps de ma fonction. Comme il est bien aligné avec la ligne 4 et 6, il est dans la fonction. Donc là, ma fonction, elle affiche le message. Si j'exécute le code, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand je lance? En fait, là, j'ai deux petits none qui viennent. Et ces none, ils viennent d'où? Ils viennent du fait que j'ai oublié de mettre le mot-clé return. Si je fais un return none, en fait, il va se passer exactement la même chose. J'ai bien la même valeur. Donc, ce mot-clé-là, il ne faut pas l'oublier. Et ici, plutôt que de vouloir afficher directement mon message, j'ai plutôt envie que ma fonction, elle retourne message, ici. Et dans ce cas-là, quand j'exécute, j'ai bien les chaînes de caractères qui s'affichent. Alors, différence entre paramètres, vous allez entendre parler de paramètres et d'arguments. Quand on parle des paramètres d'une fonction, en fait, c'est le nombre de paramètres qui sont définis entre les parenthèses de la fonction. Il peut y en avoir un, plusieurs ou aucun. Un exemple d'une fonction avec aucun paramètre serait par exemple, si je veux faire une fonction qui renvoie le jour qu'on est, on va l'appeler what day is it, et elle prend pas de paramètres, du coup, je mets des parenthèses vides, et à l'intérieur, je vais faire return datetime.today.date.today. Et si j'affiche ça, donc encore une fois, si j'exécute mon code là, il se passe rien, parce que je définis seulement la fonction. Donc si je l'utilise, je l'appelle par son nom, et comme elle prend pas d'argument, je l'appelle comme ça. Et donc je vais printer le résultat de l'appel de la fonction. Et il me dit qu'il faut que j'importe le module datetime. J'ai un gros problème avec les raccourcis. Alors, hop, voilà. Là, il me renvoie la date d'aujourd'hui. Et donc, cette fonction, je peux l'appeler, il va me renvoyer la même valeur. Comme il prend pas d'argument, il va toujours me renvoyer la même valeur. Donc, si je l'appelle plusieurs fois ici, j'ai toujours le même résultat. Donc, ça présente un intérêt limité d'avoir une fonction sans paramètres, sauf dans certains cas particuliers. En l'occurrence, le résultat de la fonction dépend du jour. Donc, ça a un intérêt. Ok, alors un exemple de code un petit peu plus complexe. Là, je définis une fonction qui s'appelle greet, qui prend deux paramètres. Le premier s'appelle first name et le second s'appelle last name. À l'intérieur, je vais créer avec une interpolation le full name de la personne en rajoutant un espace et en faisant un capitalize du code. Et je renvoie ce résultat-là. Et on va regarder ce qui se passe quand je fais ça. Donc, je définis une fonction qui s'appelle full name, qui prend en paramètre first name et le last name. À l'intérieur de cette fonction, je vais construire le nom complet. On va l'appeler greet plutôt. Donc ici, je fais une variable qui contient le nom complet, je vais faire une interpolation. Il va y avoir d'abord le premier nom, je vais le capitaliser. Ensuite, je vais rajouter un espace. Ensuite, je vais mettre le second nom, enfin le nom de famille, last name, capitalize. Et ensuite, je vais retourner un greet et je vais dire hello full name. Donc là, je définis ma fonction et quand je l'utilise, je vais dire John et Doe. Et si j'appelle ça, qu'est-ce qui se passe? Il me dit pas grand-chose parce que j'affiche pas le résultat. Donc on va faire un print.
Et donc là, j'ai bien Hello John Doe. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'utiliser le nom complet qui a été défini ici? Si je veux l'afficher ici, quand j'exécute mon code, il met une erreur, il me dit full name is not defined. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de scope en fait. Toutes les variables que je définis ici, les paramètres de la fonction first name et last name et les variables que je vais définir à l'intérieur de ma fonction, ils existent entre le 2 points ici et la fin de la fonction. Donc ici, je peux utiliser full name autant de fois que je veux. Donc ici, je pourrais faire un print de full name. Je peux le modifier, je peux. Ici, je peux le modifier et je peux l'afficher. Mais si j'essaie de l'utiliser en dessous, il n'existera plus. Donc, il faut faire assez attention à ça. Ok, c'est tout pour les fonctions. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors oui, on a deux questions. On a une question de Claudia qui demande quelle est la syntaxe pour des paramètres optionnels. Est-ce qu'il y a Alors, une syntaxe spécifique? Alors en fait, il y a des paramètres optionnels qui en Python s'appellent des keyword arguments. Là, ce qu'on a défini, c'est des positional arguments, et on a vu tout à l'heure quand je me suis trompé dans l'ordre des paramètres, du coup ça casse le code de ma fonction, et c'est pour ça qu'on les appelle des positional arguments et parameters. Les keyword parameters, en fait, on les définit comme ça. On va introduire par exemple un age, et pour dire qu'il est optionnel, on va rajouter un égal. Et ça va nous apporter deux choses. Donc là, je vais juste faire une interpolation directement. First name, last name is. Alors, du coup, comme il est optionnel, qu'est-ce que je fais? Si je fais une interpolation directe ici, et que ma fonction retourne rien, mais c'est pas très grave. On va pas la redéfinir comme on va dire qu'elle s'appelle say hi, et je vais l'appeler et je vais dire John Doe, et je vais l'appeler sans le paramètre. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? J'ai une erreur parce que j'ai oublié de finir la string de mon interpolation. Donc on recommence. Et là, il me dit Hello John Doe 20. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'âge, il a utilisé la valeur par défaut que j'avais définie ici, qui est 20. Et la deuxième propriété, c'est au moment où j'appelle la fonction. Donc là, si j'appelle John Doe avec 30, ça va fonctionner. Donc au lieu de dire John Doe 20, il va dire John Doe 30. Ça, c'est assez pratique. Et le deuxième truc, c'est que on peut nommer les paramètres au moment de l'appel. Donc plutôt que de dire juste 30, on peut dire age égale 30. Ça change absolument rien à l'exécution. C'est juste plus clair. Parce que si tout à l'heure je me suis planté juste avec deux paramètres, mais si là j'en ai 15 et que je dis qu'il habite dans une ville et qu'il a, je sais pas combien de paramètres, enfin il n'y a pas de limite dans le nombre de paramètres qu'on peut mettre en fait. Et bien là du coup, je peux très bien dire city égale Cannes. Hop, quand j'appelle, ça fonctionne. Il met la ville derrière. Donc, si elle n'est pas spécifiée, je prends Marseille. Si elle est spécifiée, je prends Cannes. Mais imaginons que je veuille définir une ville différente, mais pas changer l'âge. Eh ben, je suis pas obligé d'une part, je suis pas obligé de les mettre dans le même ordre. C'est-à-dire là, si je fais ça fonctionne aussi. Comme ils sont nommés, en fait, Python va reconnaître dans quel paramètre mettre quelle valeur. Donc là, ça marche encore. Mais surtout, je suis pas obligé de passer l'âge. Je peux juste dire city égale Cannes. Et donc, dans ce cas-là, je vais me retrouver avec 20 et Cannes. Donc les keyword parameters, les keyword arguments, ils sont assez pratiques. Ok, super. Et du coup, par rapport à la question de Frédéric, comment est-ce qu'on peut contraindre en fait le type d'argument attendu? Alors, il y a pas de type en Python, donc tu peux tester dans ton code que le type est celui que tu attends. Donc ici, je pourrais dire if type de city, donc si le type de la variable city n'est pas le string, alors je sais plus comment ça s'écrit. Est-ce que ça marche? On va tester ça. Print please use a string. Aucune idée de ce qui va se passer. Et ben pour tester, on va l'appeler avec, on a dit city. City égale 3. Hop. Alors là, il met une erreur. J'ai encore oublié la petite code de fin. Et là, please use ouais, donc il me dit please use a string. Donc c'est bien ça. La syntaxe c'est ça.
c'est pas génial parce que tu vas pas vraiment avoir envie de t'amuser à tester en permanence dans ton code le type de toutes les variables. Donc on considère que c'est pas au développeur de s'assurer que les paramètres sont bons, c'est plutôt à l'utilisateur. Et en fait, les erreurs, elles sont là pour ça. C'est-à-dire, là, je vais enlever le code qui permet de vérifier ça. Et quand j'exécute mon code, je devrais avoir une erreur, et j'en ai pas. Pourquoi? Parce que je fais une interpolation sans me servir du fait que c'est une chaîne de caractères. Donc, mettons que j'ai envie de capitaliser le nom de la city. Je fais un capitalize. Donc là, mon erreur, elle a été transparente. Je suis dans une ville qui s'appelle 3, qui s'appelle littéralement le chiffre 3. Et en fait, ce serait pas un problème. Alors, on va voir comme ça. On va reprendre. Mettons que maintenant, je veux capitaliser le nom de la ville dans laquelle j'habite. Donc ici, je mets Cannes avec un petit C. Je vais mettre Marseille avec un petit M ici parce que, hop, comme ça n'a pas d'importance. Et là, mon code, il casse. Mais là, pour le coup, c'est à la personne qui utilise le code qui a été fourni de dire, OK, int object has no attribute capitalize. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas, quand je fais le capitalize ici, j'ai 3 points capitalize et 3 points capitalize, ça n'existe pas. Donc, il faut que je m'aperçoive ici dans le corps de la fonction que j'attends une chaîne de caractères. Du coup, si j'habite dans une ville qui s'appelle 3, ben, il faut que je mette 3 dans une chaîne de caractères. Dans ce cas-là, mon code, il fonctionne. Voilà, donc enfin, c'est vraiment la personne qui va utiliser la fonction de savoir quoi passer en paramètre. Après, tu peux avoir une docstring ici, dans ta fonction. Tu peux avoir un petit bout de code qui dit first name should be a string. Même chose pour le last name. En général, on ne le fait pas parce que c'est un peu laborieux et tu es censé avoir des noms qui sont suffisamment explicites pour qu'on sache que la ville, c'est une chaîne de caractères. Si tu attendais que la ville soit un identifiant, par exemple, ou un code postal, si je mets ici un postal code, je sais que je vais probablement passer un chiffre derrière. Et si je veux un identifiant de la ville, parce que j'accède à une base de données, ben dans ce cas-là, je passerai plutôt un city ID. Et quand je vais lire ça, je vais me dire, OK, city ID, on attend plutôt un chiffre qu'une chaîne de caractères. Est-ce que ça répond à la question? Je pense que oui. Je sais pas, Frédéric, si tu veux nous dire, mais je pense que c'est bon. Ok, super. Bon. Ben, on va enchaîner sur les listes. Alors, attends, est-ce que j'avais fini. Alors, juste sur les fonctions, en fait, n'hésitez pas à faire appel à la doc de référence. Il y a un lien dans les slides ici. Ça va vous envoyer sur la doc de Python et vous allez avoir encore plus d'informations si vous vous posez des questions. Sur les listes, de la même manière, si vous allez sur le lien qui est dans les slides, vous aurez toutes les fonctions qu'il est possible d'utiliser. Alors, liste, je vous en ai déjà parlé un petit peu lundi quand on a parlé des boucles. C'est un type de données composé, compound, qui permet d'agréger dans un ensemble plusieurs types de données. Ici, vous avez un exemple. On a construit une liste qui s'appelle Beatles, enfin qu'on a mis dans une variable Beatles, qui contient 3 éléments qui sont des chaînes de caractères. Et dans une liste, vous pouvez mettre des chaînes de caractères, des entiers, des booléens, d'autres listes, d'autres types de données. Et il y a quasiment pas de limite à la quantité d'informations que vous pouvez mettre à l'intérieur. Il peut y avoir des millions d'entrées, ça va dépendre de la mémoire de votre ordinateur. Alors, typiquement ici, si je construis, je vais reprendre ça, hop. Je vous enverrai tout à l'heure un petit bout de code un petit peu plus propre qui contient ce qu'on aura vu. Donc, la façon dont je l'ai construit, en fait, j'ai ce qui s'appelle un littéral. C'est-à-dire, quand je fais ça, ces crochets vides, ça représente une liste avec aucun élément à l'intérieur. Donc, si j'affiche ça, je peux le mettre déjà dans une variable. Donc, j'ai appelé ça ma liste des Beatles. Donc, je crée une liste vide et je la mets dans la variable Beatles. Et si ensuite j'affiche Beatles, il va m'afficher une liste vide. Donc, je sais que je n'ai pas une chaîne de caractères vide. Et si je regarde le type que contient cette variable, le type de Beatles maintenant, c'est une liste. Alors, je peux créer une liste vide. Je peux aussi créer une liste avec des éléments. Donc, je peux dire dans Beatles, je vais mettre John, Ringo et Paul. Et si j'affiche maintenant Beatles, j'ai bien l'affichage du petit crochet à chaque fois qu'il vient me dire que c'est une liste et ensuite 3 éléments, John, Ringo et Paul. Alors une liste, typiquement, c'est représenté ici comme un tableau avec autant d'éléments qu'il y a d'éléments dans la liste. Et l'information qui est intéressante, c'est qu'une liste a un ordre, c'est-à-dire les éléments sont positionnés dans un ordre et ils sont définis par l'index qui les référence dans la liste. Typiquement, Paul, John et Ringo, ils sont à l'index 0, 1 et 2. Alors comment est-ce que je fais pour accéder aux éléments dans une liste? J'utilise l'opérateur crochet. Donc là, j'ai construit ma liste.
Et là, je vais lire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si je veux accéder à l'élément John, John, il est à la position 0. Ringo, il est à la position 1. Ringo, il est à la position 1. Et Paul, il est à la position 2. Typiquement, si je fais Beatles, alors j'utilise l'opérateur crochet pour lire ce qu'il y a dans la liste. Et si je dis Beatles crochet 0, alors je vais afficher ce qu'il y a à l'intérieur. Il m'affiche John. Encore une fois, je vais commenter ça. Il m'affiche John. Si je fais Beatles 1 et Beatles 2, il va m'afficher Ringo et Paul. Alors, comme on a vu la semaine dernière, du coup, je peux itérer sur les éléments d'une liste avec une boucle. Donc, je peux dire for Beatles in Beatles. Donc, Beatles, c'est le nom de ma liste. Et Beatles, c'est une variable qui va contenir chacun des éléments de la liste au fur et à mesure que je me promène à l'intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses. For Beatles in Beatles, print Beatles. Et donc là, il va m'afficher tous les éléments de la liste les uns après les autres. Ces trois-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais print Beatles 3? Alors, en fait, comme il n'y a pas d'élément 3, je vais avoir une magnifique petite erreur qui me dit list index is out of range. Ça veut dire que quand j'ai voulu, alors il me dit où je suis, il me dit dans le fichier list.py ligne 20, donc c'est bien cette instruction qui passe pas. List index is out of range, ça veut dire que le 3 ici, il est supérieur au nombre d'éléments de la liste. Du coup, si je veux connaître le nombre d'éléments de la liste, j'ai une fonction qui s'appelle len, et je peux faire len de Beatles, et il va me dire combien d'éléments il y a dans ma liste. Il me dit, alors, peut-être que je commente mon erreur. Il me dit il y a 3 éléments dans ta liste. Et comme l'index commence à 0 et pas à 1, les éléments sont 0, 1, 2 et pas 1, 2, 3, du coup, je ne peux pas accéder à l'élément 3. Alors, il y a autre chose que je peux faire, par contre. Je peux accéder à l'élément moins 1. Et ce que ça fait, c'est que ça va partir de la fin. Donc, si j'affiche l'élément moins 1, je me retrouve avec Paul, parce que Paul, c'est le premier élément en partant de la fin. De la même, je peux faire moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Et j'ai bien Paul, Ringo et John, mais en partant de la fin. Et de la même manière, si j'affiche moins 4, bah, il va me dire le moins 4, il n'existe pas. List index out of range. Donc je ne peux pas faire moins 4. Alors c'est un peu déstabilisant parce que ici il part de 0, donc dans le sens positif c'est 0, 1, 2, et dans le sens négatif c'est moins 1, moins 2, moins 3. Parce que moins 0 ça n'existe pas. Mais ça peut être assez pratique. Souvent on s'en sert pour récupérer le dernier élément d'une liste. Alors j'ai aussi un opérateur qui est assez intéressant, qui est l'opérateur slice, qui permet de récupérer des tranches dans une liste. Et cet opérateur, c'est l'opérateur, il est noté avec le 2 points. Et en fait, la syntaxe, c'est si je veux récupérer les éléments de 1 à 3 de ma liste, alors je vais faire Beatles crochet 1, 2.3, et en fait, le premier est inclus et le second est exclu. Donc là, ça va récupérer les éléments 1 et 2. Et les éléments 1 et 2, c'est Ringo et Paul. Donc là, j'ai bien Ringo et Paul. Et on voit qu'ils arrivent eux-mêmes dans une liste. Donc je récupère une sous-liste de ma liste. Les deux paramètres sont optionnels. C'est-à-dire là, si je dis, par exemple, 1, 2 points, en fait, ça va récupérer tous les éléments à partir de l'élément 1. Donc ça va sauter John et ça va récupérer Ringo et Paul. J'ai la même liste. Et à l'inverse, si je fais 2.1, alors si je fais 2 points, en fait, je récupère tous les éléments de ma liste, donc ça présente pas grand intérêt, parce que autant pas rien mettre, et j'ai directement tous les éléments de ma liste de la même façon. Et si je veux récupérer tous les éléments jusqu'à un élément donné, je fais 2.1, et là, ça va me récupérer seulement l'élément 0 parce que le 1 est exclu. Donc quand je fais ça, j'ai uniquement John. Donc les slices, c'est assez sympa. Alors comment est-ce que je veux faire? Là, j'ai vu comment créer une liste. Comment est-ce que je veux faire si je veux rajouter des éléments dans une liste? Il y a une méthode qui s'appelle append. Et donc là, on sait tous qu'il n'y a pas 3 Beatles. Donc comment est-ce qu'on fait pour rajouter un Beatles dans la liste? J'ai une méthode append et dans laquelle je vais mettre George. Et maintenant, si j'affiche ma liste, Beatles, j'ai une liste avec 4 Beatles.
Alors, il y a une autre fonction qui peut être intéressante. Qu'est-ce qui se passe si je veux concaténer deux listes? J'ai une liste de Beatles et puis j'ai une liste. Voilà, j'ai une liste d'animaux parce que je ne connais pas d'autres groupes avec les noms des personnes à l'intérieur. J'ai une liste d'animaux avec juste un chat et un chien. Qu'est-ce qui se passe si je fais un append là? Si je fais Beatles.append de animals et que j'affiche Beatles. Et ben, je me retrouve en fait avec une liste, j'ai bien mes 4 Beatles, et puis d'un coup j'ai une autre liste à l'intérieur. Alors ça paraît un peu bizarre, mais j'ai bien, si je regarde la longueur de ma liste, quand je fais ça, j'ai une liste qui contient 5 éléments, et là j'en vois 6, parce que ça en fait c'est un seul élément. J'ai mis une liste dans une liste. Et je peux imbriquer autant de sous-listes dans les sous-listes, dans des listes, dans des listes, dans des listes. Ici, ça n'a pas de sens parce que j'ai envie d'avoir une liste avec des éléments individuels et j'ai envie, quand je parcours ma liste, de pouvoir les afficher. Mais je peux avoir des structures de données un petit peu plus complexes où j'ai envie d'avoir des sous-éléments dans les éléments de ma liste. Et donc, la façon de faire ça, dans ce cas-là, ce serait plutôt que de faire un append, ce serait de faire un extend. Et si je fais beatles.extend de animals, alors il faut que animals soit une liste. Et ce coup-ci, si j'affiche le résultat de ça, du coup, j'ai bien une liste avec 6 éléments et plus 5, et où ils sont les uns à la suite des autres, au lieu d'avoir une liste de listes dans mes données. Alors, on a vu comment créer une liste, on a vu comment rajouter des éléments. Comment est-ce que je modifie un élément à l'intérieur de ma liste? Alors, je vais encore utiliser l'opérateur crochet. Et par exemple, si je veux mettre tous les éléments de ma liste en capitalized, eh ben, je peux faire donc Beatles crochet 3 est égal à... Alors, le 3, c'est 0, 1, 2, 3, c'est Georges. Donc, soit je mets Georges comme ça. Et donc, dans ce cas-là, quand j'affiche ma liste, j'ai bien l'élément numéro 3 qui a été changé. Et plutôt que de mettre directement le résultat, si je ne sais pas ce qu'il y a dans l'élément numéro 3, je peux faire Beatles crochet 3 égale Beatles crochet 3 point capitalize. Et donc ça, ce que ça fait, c'est que Beatles crochet 3, ça va renvoyer la chaîne de caractères Georges, parce que c'est l'opérateur qui est utilisé pour la consultation. Si j'affiche juste Beatles crochet 3, il me renvoie bien Georges. Et du coup, quand je fais Beatles crochet 3 égale Beatles crochet 3.capitalize, normalement, j'obtiens le même résultat. Et du coup, plutôt que de le faire sur un seul élément, j'ai envie de le faire sur tous les éléments de ma liste. Donc, je vais boucler. Je vais dire for Beatles in Beatles. Beatles. Alors, comment est-ce que je fais? Parce que là, j'aimerais bien modifier Beatles, mais je ne sais pas à quelle position est l'élément que je récupère. Je voudrais faire Beatles de quelque chose est égal à Beatles. Point capitalize. C'est-à-dire, je vais itérer sur chacun des éléments de ma liste. Les éléments les uns après les autres vont être mis dans la variable Beatle. La variable Beatle, je vais la capitaliser et je vais remplacer ce qu'il y avait dans la liste. Sauf que là, je ne sais pas où je suis. Alors pour faire ça, il y a une fonction qui s'appelle enumerate. Et ce qu'elle fait, c'est qu'au lieu de renvoyer juste une liste, elle va renvoyer une liste avec l'index des éléments dans la liste. Donc au lieu de m'envoyer John, Ringo, Paul, etc., elle va me renvoyer John position 0, Ringo position 1, Paul position 2. Et du coup, la façon dont je le récupère, c'est au lieu de faire un for Beatle, j'ai deux variables maintenant. Je vais faire il y en a une, je vais l'appeler index, mais je pourrais l'appeler comme je veux. Je peux l'appeler Toto. Je fais for index, Beatle in enumerate. Et ensuite, là, je vais pouvoir utiliser l'index. Je vais dire, tu me changes pour chacun des éléments de la liste, je récupère l'élément et la position à laquelle il est. Et dans la liste, à la position de cet élément-là, la nouvelle valeur, c'est l'élément capitalisé. Donc, si j'exécute ça, je me retrouve une liste où tout le monde a été capitalisé. Donc, le enumerate, il est vraiment très pratique quand vous voulez savoir à quelle position est un élément dans une liste, quand vous voulez itérer dessus. Donc, on a vu comment ajouter, modifier et créer une liste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour supprimer un élément? Alors, il y a une fonction qui s'appelle del qui est un petit peu bizarre parce qu'on se serait attendu à avoir un Beatles crochet 3 point delete, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça en Python, donc ça, on peut l'oublier et on fait del comme ça. Et si je supprime l'élément, on va supprimer le 3.
Si je supprime le 3, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien supprimé l'élément 0, 1, 2, 3, j'ai supprimé Georges. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les éléments d'après? En fait, ils sont tous décalés. Ça veut dire que 4, qui avant était à l'index 4, il se retrouve à l'index 3. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. La position des éléments dans une liste, elle va changer si j'insère de nouveaux éléments, si je rajoute de nouveaux éléments à une position donnée dans la liste, ou si je supprime des éléments. Alors, pour rajouter un élément à une position donnée, il y a une fonction que j'utilise pas souvent, donc on va voir ce que ça donne. Je crois que c'est insert. Et je pense qu'on lui passe la position, donc 3, et on va rajouter un élément comme ça, et voir ce qui se passe. Et sinon, si ça passe pas, on ira regarder dans la doc comment utiliser le insert. Ça a l'air de marcher. Il m'a mis un élément Toto à la position 3. Si je l'insère à la position Toto, il va finir en tout début de liste. Et du coup, ça décale tous les autres éléments. Alors, ces différentes opérations qu'on a vues là, en dev, on appelle ça du CRUD. Et CRUD, c'est les opérations qu'on fait typiquement sur un ensemble de données. C'est-à-dire, on va vouloir créer une nouvelle donnée, lire des données, modifier une donnée ou supprimer une donnée. Donc, pour rappel, si je veux le create du CRUD, je fais fruit égale une liste de fruits. Le R du CRUD, c'est read, donc je veux lire ce qu'il y a dans ma liste de fruits, donc je vais lire l'élément qui est à la position 0. Si je fais ça, j'ai bien... bon, je vais pas afficher ma liste de fruits, je vais l'afficher ici. Print de fruits. Donc j'ai bien une liste de fruits et j'affiche le premier élément. Le U de CRUD, c'est update, donc je m'aperçois que l'élément 0, il lui manque un E, donc je vais le modifier. Comme ça. Et maintenant, si j'affiche ma liste de fruits, normalement, elle est corrigée. Et ensuite, delete, qui permet de supprimer un élément dans ma liste. Donc, si je fais del fruits, je veux supprimer l'élément 0, toujours avec l'opérateur crochet, et que j'affiche maintenant ma liste de fruits, j'ai une liste de fruits où il n'y a plus que des oranges. Et si je refais un coup de supprime-moi l'élément 0, comme ils ont été tous décalés, maintenant c'est l'orange qui est à la position 0, et du coup, j'ai une liste vide. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais del fruit 0 sur une liste qui est vide? Il va me dire list assignment index out of range. Toujours l'idée que il n'y a pas d'élément à l'index 0. Comme si j'essayais de supprimer quand ma liste avait deux entrées, si j'essaie de supprimer l'élément 4, il n'y en a pas. Il y a juste l'élément 0. Alors ici, j'ai supprimé l'élément 0, mais comme il y avait encore du monde dans ma liste, j'aurais pu partir de la fin de la même façon et dire supprime le dernier. Sauf que comme le dernier, c'est aussi le premier, ça revient exactement au même. Et donc là, il n'y a pas d'erreur, il supprime bien le dernier élément. Donc on a vu qu'on pouvait boucler sur les éléments et que du coup ça permettait de réutiliser les instructions. On aurait très bien pu faire une fonction avec ça. Donc là j'étais dans ma petite... Cette fonction-là, en fait, elle capitalisait une liste. Peut-être que j'ai envie de la réutiliser à un autre endroit de mon programme et donc plutôt que de à chaque fois retaper ma boucle for, je vais mettre ça dans une fonction. Et donc là je suis en train de refactorer un peu mon code. Alors je vais pas le faire parce que je veux quand même que vous gardiez tout le code, mais en théorie, ce que je ferais, c'est je vais créer une nouvelle fonction ici, puis ici, je remplacerai ces lignes de code-là par la nouvelle fonction. Donc là, je vais juste créer ma nouvelle fonction. Alors, c'est une fonction qui change tous les éléments d'une liste et qui les capitalise. On va l'appeler capitalize string list. Elle va prendre en paramètre une liste. Et donc, tout le code qui est à l'intérieur, il faut qu'il soit indenté d'une tabulation de 4 espaces pour que Python comprenne bien où commence et où s'arrête la fonction. Et donc, à l'intérieur, je vais parcourir les éléments de ma liste, passer par la fonction enumerate qui va me renvoyer non seulement l'élément de la liste, donc là c'est list, et là c'est element, et en plus la fonction enumerate me renvoie un index, et donc là je peux remplacer dans ma liste, je dirais maintenant dans la liste à la position que tu m'as renvoyée, la nouvelle valeur c'est element.capitalize. Et donc maintenant, à partir de maintenant, si j'ai une liste de fruits avec pommes, orange et prune, je peux appeler ma fonction, alors je vais la copier, ça va m'éviter les typos et ça va me faire gagner du temps. Si je l'appelle sur ma liste de fruits, alors si je fais ça, erreur typique de débutant, il ne va pas se passer grand chose. On va regarder le résultat et on va l'afficher.
Alors, hop, quand j'affiche ma... Alors, bon, déjà, ok, encore oublié une cote. Et là, en fait, il m'affiche none. Pourquoi? Parce que toujours la même chose, comme j'ai pas mis de statement de return, Python, il fait ça par défaut, il return none. Et moi, une fois que j'ai modifié ma liste, bon, soit je considère que ma liste a été modifiée comme ça, et donc je peux appeler ma fonction, et quand je vais appeler ma fonction sur la liste de fruits, ça modifie la liste. Soit je peux avoir envie de chaîner mes appels. Chaîner mes appels, ça veut dire que... qu'est-ce qu'il y a comme méthode sur une... En fait, comme ça return none, on peut pas faire, par exemple, capitalise-moi les éléments de ma liste et ensuite tu me renvoies l'élément 0. Quand je fais ça, en fait, ça veut dire que Python va exécuter capitalize sur les fruits, donc il va itérer sur tous les éléments de ma liste et changer chaque élément par la version capitalisée, et ensuite il va renvoyer le premier élément. Donc le crochet 0, il s'applique pas à parenthèse fruit, il s'applique au résultat de tout ça. C'est un peu comme si là j'avais mis des parenthèses ici, ça reviendrait au même. Et bien ça, je peux pas le faire parce que comme ma fonction, elle renvoie none, je peux pas faire none crochet 0, ça n'existe pas. Si je fais ça, j'ai une erreur, none type is not subscriptable. Alors quand je vois cette erreur-là, il faut que je me demande, ok, alors je suis ligne 85, not subscriptable, ça veut dire que j'essaie d'utiliser l'opérateur crochet que j'ai pas le droit. Et none type, ça veut dire que je fais none.crochet, enfin none avec des crochets derrière. Et donc ce qui renvoie none, c'est ça. Donc pour pas avoir ce problème-là, je vais retourner la liste. C'est pas indispensable, mais ça va me permettre de faire passer des syntaxes comme ça. Donc là, typiquement, si j'exécute, ça marche pas parce que je fais pas de print. Hop, donc on va afficher ce qui se passe. Et là, ça me retourne bien pomme. Donc si j'affiche mes fruits juste avant, alors comme j'ai déjà appelé capitalize, en fait, on va réinitialiser ça. Et on va afficher les fruits juste avant. Du coup, j'ai bien une liste de fruits avec des minuscules et l'appel de ma fonction, je peux directement lui passer un crochet 0 pour récupérer le premier élément. Bon, c'est pas indispensable de faire un retour systématiquement, mais souvent, on a envie que la fonction, elle prenne des paramètres et elle retourne quelque chose. Plutôt qu'elle fasse un travail qui serait un peu masqué où je lui passe quelque chose et elle me le modifie, on a envie que le résultat du travail de la fonction, il soit renvoyé dans un return. Et du coup, là, si j'étais en train de faire un refacto de mon code, ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je ferais, c'est je reviendrai ici. Pour éviter de me répéter, parce que là, si demain je modifie le comportement, je veux rajouter des prints ou je veux faire autre chose à l'intérieur de ma fonction, j'ai pas envie de revenir sur les lignes 52 à 54 et tout réécrire. Donc là, dans la vraie vie, en fait, je ferais ça. Je ferais capitalize de Beatles et je supprimerais ça. Mais là, je vais le garder pour l'exemple. Donc une fonction, c'est ça. Ça vous permet de factoriser du code que vous voulez réutiliser et d'avoir des petites fonctions toutes propres. Et ça réduit la complexité aussi. C'est-à-dire que quand je veux utiliser ça, comme le code est à un seul endroit, j'ai à l'analyser qu'une seule fois. Et donc là, on a vu le enumerate qui permet, quand on itère sur les éléments d'une liste, de savoir à quelle position on était. Typiquement, quand j'affiche la liste des éléments dans mes fruits ici, quand je fais un for fruit in fruit. Alors, un truc qui peut être intéressant pour les listes, c'est typiquement les listes, c'est intéressant de les nommer au pluriel. Donc si j'ai une liste de city, plutôt que de faire city égale Marseille, Paris, si je fais ça en fait, quand je vais vouloir itérer, je vais faire in city, et du coup je sais pas trop comment appeler ça parce que city c'est déjà pris. Si je l'appelle pareil, ça va pas fonctionner. Du coup en général, les listes on les appelle au pluriel. Comme ça c'est évident quand j'ai une variable cities que c'est une liste. Et là je peux faire un for city in cities et c'est quand même plus clair. Donc là je peux m'afficher ma city. Si je fais ça, comme on l'a vu 15 fois, ça m'envoie les listes de villes. Si j'ai envie d'avoir leur position, je peux utiliser enumerate. Et du coup, ici, je repasse un index. Alors, en général, on l'appelle index, comme ça, c'est super clair. Mais peut-être qu'il y a un autre sens et il pourrait s'appeler autrement. Et ici, je peux me créer une petite interpolation où je mets mon index et ma ville. Et quand j'exécute ça, je me retrouve avec un oubli de parenthèse. Alors là, il me dit, ce truc-là, unexpected EOF while parsing. EOF, ça veut dire end of file. Et ça veut dire qu'en fait, l'interpréteur de Python, il est arrivé à la fin du fichier de code et il y a quelque chose qui n'est pas bien terminé. Il manque une parenthèse, il manque une cote, il manque quelque chose. C'est pour ça que j'ai vu tout de suite que c'était la parenthèse. Là, il me dit fstring expecting une accolade. Donc là, j'ai bien une parenthèse. En fait, c'est une accolade qu'il faut mettre. C'est important en fait de vous familiariser avec ces erreurs-là.
parce que ça va vous faire gagner un temps dingue ensuite quand vous avez un truc un petit peu plus complexe, que vous jonglez sur plusieurs fichiers de code. Ça permet de se repérer parce qu'on voit tout de suite à quel endroit est l'erreur, dans quel fichier et quelle ligne, et ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Et donc là, j'ai bien ma liste de villes, et puis si je veux les capitaliser, je fais un petit capitalise ici. Hop. Et je les ai comme je voulais. Alors, c'est tout pour les fonctions, c'est tout pour les listes. Est-ce que vous avez des questions sur les listes ou sur les fonctions? Alors, je vais couper le partage. J'ai pas l'impression. Les Beatles font de la pop. Alors pop, c'est une fonction qui est pas dispo en Python, mais qui est dispo en Ruby et qui permet de récupérer un élément. Pas dispo en Python. Comment est-ce qu'on récupère? Ah, on va tester. Est-ce que ça fonctionne si je fais un 2.pop? Même si ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer ça 2 secondes. Hop. Effectivement, il y a une fonction qui est assez sympa, qui permet de récupérer le dernier élément d'une fonction. Donc plutôt que si j'ai une liste là qui contient 1, 2, 3, et que je veux récupérer le dernier élément, je peux faire crochet -1. Alors ça fait une syntaxe qui est un peu bizarre là, mais ça marche très bien. Donc si je mets ça dans une liste de nombres, 4, 3, 2, 1, je peux faire numbers crochet -1, où j'ai une fonction qui s'appelle pop et qui permet de récupérer le dernier chiffre. Et du coup, si je regarde mon numbers maintenant, il n'y a plus, le dernier chiffre a été supprimé. Donc, la différence entre les deux, c'est que -1, ça me permet de faire de la lecture, alors que le pop, non seulement il lit le dernier élément, il le retourne, mais en plus, il le supprime de la liste. Donc, ça peut être assez intéressant quand vous avez une liste de tâches à faire, par exemple. Vous allez faire une liste de tâches qui s'appelle homework, cleanup, whatever. Et vous pouvez rajouter des nouvelles tâches à votre to-do list avec la méthode append qu'on a vue. Go to work, shop. Si je regarde ma liste de tasks, là, j'ai bien tous les éléments que j'ai ajoutés. Et si je fais des pop, ça me permet de les traiter. On va dire que chaque fois que je fais un print, je m'occupe d'une tâche. Si j'utilise des appels successifs à pop comme ça, à chaque fois, il va me renvoyer les éléments en partant de la fin. Alors c'est une liste qu'on appelle philo, first in, last out, parce que chaque fois que je vais venir ajouter des nouveaux éléments dans ma liste, c'est eux qui vont être traités en priorité et pas les éléments qui étaient tout au début. Voilà, mais si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser travailler sur les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le Slack, comme ça permet vraiment à tout le monde de profiter des questions et de profiter des réponses. Et n'hésitez pas à répondre les uns aux autres, c'est une très bonne façon d'apprendre aussi, de regarder les questions des autres et d'y répondre. Oui, totalement. Donc là, si on fait un petit point, vous êtes presque à mi-parcours donc des cahiers de vacances de la data. Donc on a commencé à engranger pas mal de notions. Donc là, le principe, ça va être, vous avez quelques petits exercices à compléter. On vous postera avec Gaëtan les corrections demain matin, je pense. Au moins, ça vous laisse le temps aussi de réfléchir un petit peu cet après-midi, de ne pas avoir la réponse directement. N'hésitez pas si vous bloquez sur un point. Je sais que j'ai eu des messages en perso, mais vraiment, postez-les sur la chaîne. Et si jamais on vous a pas répondu, bah de taguer les personnes ou quoi, n'hésitez pas, quoi. C'est vraiment là pour ça, c'est pour que vous puissiez vous entraider tous ensemble et que nous, on puisse intervenir en dernier recours si jamais il n'y a vraiment pas, si la compréhension n'a pas été faite, quoi. Un petit point aussi, je pars en vacances demain soir, donc je ne serai pas là sur les 4 prochaines sessions. Donc l'équipe du wagon donc à Marseille va prendre le relais en termes d'animation, questions pendant les lives et du Slack. Donc ça sera soit Gabriella, soit Hélène. Donc vous les rencontrerez à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup pour les vacances. Je suis hyper contente aussi. Et du coup, je vous laisse entre les mains donc de Soumia la semaine prochaine et de Gaëtan qui revient la semaine d'après. Et je vous reverrai pour les 2 dernières sessions. Voilà. C'est tout pour nous. Si jamais vous avez d'autres questions,
Ok, sinon on est dispo du coup par Slack, n'hésitez pas. Et je sais que l'équipe aussi du Wagon Marseille va peut-être vous appeler dans les semaines qui suivent. On voulait avoir un peu votre retour d'expérience sur les cahiers de vacances vu que c'est la première fois qu'on le lance. Donc voir les petites améliorations et tout qu'on peut mettre en place. Dites-nous Voilà, si c'est trop simple ou au contraire si ça va trop vite. c'est ça. On est preneur quoi. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci, à bientôt, au Un revoir. bon appétit, au revoir.